BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, c'est Alexis Perakis-Vala, le directeur général de la branche grand public de L'Oréal qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous ce matin parce que vous rentrez de Dublin où s'est tenu un grand sommet Consumer Good Forum où en fait se partagent les expériences entre les industriels des produits de grande consommation, que ce soit les cosmétiques ou l'alimentaire, et puis la grande distribution, les grandes tendances du marché. S'il y avait une chose que vous avez retenue de ces rencontres, c'est quoi ? Je vais vous en dire deux. La première, c'est que j'ai été frappé par la prépondérance de l'extra-financier dans la discussion. Ah oui. On sent que tous les acteurs de la branche veulent vraiment contribuer à trouver des solutions pour les grands défis environnementaux et sociétaux de demain. Ça, c'est la première. C'est pas du greenwashing seulement. Hein. C'est absolument pas du greenwashing. Ouais. Il y a une vraie volonté, il y a des énormes moyens derrière et les gens qui étaient là représentent quand même une grande partie de l'économie mondiale. Et la deuxième, ça c'était aussi assez frappant, c'est la montée un peu en exigence partout dans le monde des consommateurs. En fait, on sent bien qu'on veut des consommateurs qui veulent plus en termes de qualité, en termes de transparence, en termes de service. On a beaucoup parlé du quick commerce, vous savez, ce e-commerce avec une livraison entre 10 et 20 minutes. Donc ça, cette montée en exigence était assez frappant aussi. On va parler de tout ça. L'Oréal, produit grand public, je lisais 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1 milliard de consommateurs. Et comme... Un peu plus. Un peu plus même ? Un peu plus. Bon, et comme tous les grands groupes des cosmétiques et du luxe, des résultats qui sont incroyables, spectaculaires, y compris en sortie de crise. Comment vous faites ? Alors, je sais qu'on parle du lipstick effect, ça veut dire quoi ? Oui, alors le lipstick effect, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un concept qui est sorti à la fin des années 90, qui a été popularisé par une professeure à Harvard et à la fin des années 90, et en fait qui disait que dans les périodes d'incertitude et de crise, les consommateurs dirigent leurs dépenses plus vers des produits plaisir qui font qu'ils se sentent mieux et qui profitent plus du temps présent. Et elle a pris le rouge à lèvres comme symbole de ces achats bien-être, plaisir. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment, amplifié en plus par le fait qu'on est en sortie de Covid et que les gens ont envie de profiter de la vie après ces mois de privation. Ça veut dire que nous parfois, on se fait le relais de ce qui se passe dans la grande distribution, où il y a quand même des consommateurs qui ralentissent leur consommation sur les produits alimentaires, etc. Mais c'est vrai qu'on nous dit souvent que dans les cosmétiques, c'est pas le cas. Est-ce que, sur les premiers mois de l'année, vous constatez toujours la croissance du marché, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde ? Absolument, absolument. Ce qui est intéressant, c'est effectivement que c'est un phénomène mondial et qu'on voit plutôt un marché qui est en accélération. Malgré la crise, malgré les incertitudes, malgré l'inflation. Absolument. Je pense qu'il y a ce lipstick effect dont vous parliez. Ouais. Il y a un autre sujet qui, à mon avis, qui est lié d'ailleurs à des discussions qu'on a eues au Consumer Goods Forum, qui est grâce au digital, les consommateurs partout dans le monde sont beaucoup plus informés qu'avant sur les bons ingrédients pour leur peau, sur les bonnes routines de maquillage, etc. Et plus vous êtes informé sur un secteur, plus vous êtes exigeant, plus vous êtes à la recherche de produits de qualité, plus vous sophistiquez vos routines. Et ça, c'est aussi un grand moteur de croissance de l'industrie cosmétique. On aurait pu penser le contraire, on aurait pu penser que des consommateurs mieux informés, c'est des consommateurs qui veulent des prix plus bas, qui sont plus exigeants. Vous dites au contraire, plus on est informé, plus on a envie de produits premium. Oui, mais c'est aussi le paradoxe de la beauté, parce que la beauté, c'est un marché d'offres. La seule limite de la beauté, c'est notre créativité et la capacité des consommateurs aussi à inventer des routines beauté pour eux. Donc en fait, dans la beauté, plus vous apprenez, c'est vrai aussi sans doute dans la cuisine, dans d'autres secteurs, plus vous renseignez, plus vous avez envie de connaître et plus vous êtes à la recherche et plus vous êtes exigeant en fait. Ouais. Ça veut dire que quand vous dites que c'est un marché d'offres, ça veut dire que c'est un marché où vous avez le pricing power finalement aussi. Mais c'est vrai qu'on a du pricing power. Enfin, vous avez du pricing power si vous arrivez à construire des marques qui inspirent la confiance des consommateurs. Donc c'est vrai que si vous arrivez à sortir des produits qui n'ont pas d'équivalent sur le marché et que vous avez des marques qui inspirent la confiance, là c'est sûr que vous avez le pricing power. Ouais. Alors vous avez une croissance très forte, mais alors si on vous compare dans le groupe L'Oréal à vos amis, vos voisins de palier qui sont le luxe, c'est un peu moins bien. Et c'est vrai que les investisseurs financiers, ils veulent toujours plus. Est-ce que c'est pas dur d'être comparé toujours au marché du luxe qui, alors lui, que ce soit L'Oréal ou LVMH ou Hermès, a des croissances c'est même plus de chiffres, c'est à 20%. Non, mais je dirais deux choses. Bon, d'abord, vous savez, nous, ce qui est important pour nous, c'est que c'est une équipe L'Oréal. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est que l'équipe L'Oréal gagne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, je travaille depuis plus de 25 ans dans le groupe. Et si on prend un peu de perspective, il y a eu des cycles différents. Il y a eu un très grand cycle de premiumisation en ce moment, dont d'ailleurs la division grand public bénéficie, parce qu'en fait, on voit aussi que le marché grand public se premiumise. On voit aussi que, justement, parce que les consommateurs sont plus exigeants, partout dans le monde, ce que je vois, et c'était même vrai avant le cycle inflationniste, c'est que le prix moyen du millilitre de shampoing, partout dans le monde, il augmente entre 5 et 10% par an. Ouais.
Donc ça va. ce mouvement, parce que c'est d'autant plus important pour nous, parce que nous, on est situé un peu sur la partie haute de la partie grand public. Donc c'est plutôt, ça nous bénéficie. Vous parliez de l'inflation, de la hausse des coûts aussi, d'approvisionnement, des coûts de transport, etc. Vous arrivez à répercuter ça sur les consommateurs et sur la grande distribution. Vous étiez là à Dublin avec toute la grande distribution européenne. Est-ce que c'est vrai que la grande distribution française, c'est les plus durs en affaires? Ce sont ceux avec qui c'est le plus compliqué de négocier les hausses de prix? Bon, écoutez, je dirais qu'on a des discussions qui parfois peuvent être musclées, mais ce qui me frappe, c'est comme le ton des discussions est en train de changer, Ah oui, parce que ça c'est une autre chose qui était intéressante à Dublin, c'est qu'on voit bien que plus le monde est incertain et compliqué, plus on a besoin de collaborer et de trouver des solutions ensemble. Et c'est vraiment ce qu'on est en train d'essayer de faire sur des sujets extra-financiers. Et puis aussi, on collabore aussi sur des sujets comme la data, etc. Et c'est d'autant plus vrai que dans le marché de la beauté, c'est pas un jeu à somme nulle. Parce que si on arrive avec des distributeurs à créer des expériences d'achat qui sont vraiment inspirationnelles, bon, on va arriver à développer le marché. Vous le disiez en commençant l'entretien que ce qui vous avait marqué, c'était les préoccupations extra-financières de vos collègues de l'industrie. Ça veut dire quoi, par exemple? On sait que l'industrie des cosmétiques consomme encore beaucoup de plastique. Vous n'êtes pas encore parvenu à la neutralité. Il y a encore beaucoup d'emballages qui sont en plastique, même s'il y a plein d'efforts qui sont faits par plein d'acteurs. Est-ce qu'il faut aller plus vite? Je pense qu'il faut. Vous savez, nous chez L'Oréal, on est des gens qui sont ambitieux dans le sens positif du terme, et c'est vrai aussi sur notre engagement environnemental. Et donc nous, on est très engagés sur plusieurs sujets, dont le plastique, qui n'est pas le seul. Mais si je vous prends le sujet du plastique, on est les seules marques de shampoing qui sont totalement passés au 100% plastique recyclé. Grâce à ça, on va économiser 27 000 tonnes de plastique rien que cette année, c'est 4 tours Eiffel. En France, par exemple, on l'a fait aussi sur nos gels douche. On vend 200 millions d'unités de gel douche et de shampoing en France par an. Elles sont toutes avec des flacons en plastique recyclé. Donc il y a une grande volonté, mais il n'y a pas que le plastique. C'est vrai que c'est important de dire qu'il y a aussi nos usines. 25 de nos 44 usines dans le monde sont carbone neutres. On a même des usines en France qui sont Waterloop. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est la seule eau qui sort de l'usine, c'est l'eau qui est dans les produits. Toute l'eau dont on sert pour nettoyer nos cuves est recyclée et réutilisée. Dans l'extra-financier, il y a aussi la raison d'être d'une entreprise. On voit avec les startups qu'on reçoit souvent le matin, comment cette jeune génération, d'abord, la première question qu'elle se pose, c'est pourquoi je travaille dans telle entreprise? De quelle manière elle change le monde? Est-ce que les talents, ils vous posent cette question? Bien sûr, plus que jamais, les talents, les collaborateurs en interne, et c'est vrai que c'est mondial. Donc c'est pour ça que, sous l'impulsion de Jean-Paul Agon et Nicolas Hieronymus, on a travaillé sur la raison d'être de L'Oréal, qui est de créer la beauté qui fait avancer le monde. Et en ce qui concerne notre division, nous, on a une mission qui est vraiment de démocratiser le meilleur de la beauté. Vous le disiez, on a plus d'1 milliard de consommateurs à travers le monde. On a un énorme impact, et c'est ça qui est intéressant quand vous travaillez dans le secteur des produits grand public, c'est que vous avez un énorme impact sur la vie des gens, un énorme impact sur la planète, et c'est ça qui est très motivant. C'est vrai que quand vous arrivez au fin fond de l'Inde, à Hyderabad, et que vous voyez que vous visitez une femme, elle a un produit Garnier ou un produit L'Oréal, vous rendez compte de l'ampleur de l'impact. Vous disiez un peu plus d'1 milliard de consommateurs, enfin de clients L'Oréal. J'ai vu que vous vouliez arriver à 2 milliards. Comment on fait pour passer de 1 à 2? Et est-ce que dans ce monde qui se fragmente, on le voit, les difficultés, on en a parlé dans le journal d'Elon Musk et de Tesla en Chine aujourd'hui parce qu'il est américain, est-ce que ça vous préoccupe cette fragmentation du monde? Vous avez été le patron de L'Oréal en Chine. Oui. Est-ce que ça vous préoccupe et est-ce que ça remet en cause cette feuille de route d'avoir 2 milliards de clients? Non, pas du tout, parce que en fait, déjà la première chose, finalement, on n'a que une part de marché finalement minime au total. On est le numéro 1 mondial de la beauté, mais moi dans ma division, on a une part de marché mondial de 12%, donc on a encore 88% du marché à conquérir. Deuxième chose, c'est que moi je crois beaucoup aussi au potentiel des pays un peu émergents, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud-Est. Il y a 2 tiers du monde qui habitent dans ces pays-là, et on a encore énormément de potentiel dans ces pays. Et en Chine, vous parliez de la Chine, on vient de vivre une décennie merveilleuse en Chine. C'est vrai que j'étais le patron de la Chine de 2010 à 2016. On a fait une décennie absolument incroyable. Le groupe L'Oréal a réalisé une décennie absolument incroyable en Chine. Et en même temps... Combien vous avez de clients là-bas? En fait, on n'a que
peut-être un peu moins de 100 millions de clients. Que 100 millions de clients. Dans un pays de 1,4 milliard millions d'habitants. Donc je pense qu'on a encore des décennies de croissance en Chine. Bon, est-ce que vous ressemblez de plus en plus à un groupe de luxe? Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de la croissance, un chiffre ou deux, de la premiumisation de vos produits? Est-ce que c'est légitime cette distinction entre produits grand public et produits de luxe, comme la division parfum et beauté? Je crois que la force de L'Oréal, c'est que c'est un modèle qui est très équilibré. On est en même temps, effectivement, un groupe grand public, un groupe de luxe, un groupe de beauté pharmaceutique, un groupe de beauté professionnelle. Et ça, c'est la force de ce modèle, c'est que c'est un modèle qui est très équilibré. Votre perspective de croissance pour 2022 sur votre division? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait 6,9% au premier trimestre, que c'était en accélération par rapport au quatrième, en accélération par rapport au troisième, et qu'on est très optimiste sur le futur. Et le deuxième trimestre ne remet pas en cause cette dynamique, malgré tout ce qui se passe dans le monde? Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des marchés qui sont plutôt très bien orientés. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un retour du maquillage dans beaucoup de pays du monde. Donc il n'y a plus les masques. On est confiant pour le futur et déterminé à surperformer le marché. Merci beaucoup Alexis Perakis-Valat, directeur général produit grand public du groupe L'Oréal, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.